Bonjour, Madame Grandjean. Avec votre collègue de La République En Marche, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui est députée du Nord, et vous, vous êtes députée de la Meurthe-et-Moselle, vous avez donc fait cette proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, qui a été votée par l'Assemblée nationale en première instance le 17 février dernier, et qui est actuellement en examen par la Commission des affaires sociales au Sénat. C'est un sujet assez clivant. Pour aller vite, les 4 organisations syndicales sur 5 et les organisations patronales qui ont signé cet accord interprofessionnel le 10 décembre, qui a servi de base à la rédaction de votre texte, eh bien, eux, ils sont plutôt satisfaits. Et les professionnels, qu'ils soient médecins du travail, qu'ils soient ergonomes, qu'ils soient IPRP, comme on dit, intervenants en prévention des risques professionnels, ils sont relativement déçus, pour ne pas dire critiques, par rapport à cette réforme. Quand on parle de décloisonnement entre santé publique et santé au travail, on parle évidemment de la responsabilité de l'employeur qui doit mettre en place des actions de prévention pour préserver la santé de ses salariés. On parle aussi de celles qu'il doit mettre en place pour accompagner toute la prévention des risques divers et variés d'hygiène, santé, sécurité au travail, mais également des moyens qu'il met en place quand son salarié peut être lui aussi affecté de problématiques de santé qui ne sont pas issues de son environnement de travail, mais qui ont évidemment des conséquences dans le cadre de son environnement de travail. Dans votre Oui. proposition de loi, il est indiqué que les services de santé et travail seront incités à organiser des campagnes de sport santé ou de lutte contre les addictions. Est-ce que vous ne craignez pas que ces actions de santé publique, en fait, ne détournent pas les professionnels de santé au travail de leur mission essentielle, qui est quand même de prévenir toute dégradation de la santé des salariés du fait de leur travail? Donc on a souhaité effectivement renforcer cette approche-là, renforcer clairement l'aspect prévention en santé au travail, et on sait à quel point les sensibilisations sur ces sujets sport-santé, mais également addiction, ont des incidences extrêmement fortes sur l'activité de travail. Les difficultés que j'ai eues en tant que DRH à gérer des questions d'addiction, elles sont effectivement extrêmement compliquées pour l'employeur qui est confronté à ça, qui évidemment doit en prendre en considération dans son environnement, mais dont, encore une fois, il n'est pas forcément responsable non plus, et pour lequel il se trouve face à une complexité dans la situation qui le dépasse. La proposition de loi instaure un passeport prévention qui liste pour tous les salariés les formations suivies en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels. Mais certains se sont posé la question de savoir si ce passeport de prévention ne risquait pas, en fait, de transférer la responsabilité d'une éventuelle atteinte à la santé des salariés sur les salariés eux-mêmes et qu'il y aurait un dédouanement, en fait, de la responsabilité des employeurs. Alors le passeport prévention, ce n'est plus ou moins un outil, hein. Et nous considérons comme un outil qui a été proposé par les partenaires sociaux et qui va dans le bon sens parce qu'il permet en fait une meilleure visibilité sur les formations qui ont été réalisées, d'aller plus loin aussi sur certaines formations, parce que du coup, comme le bagage peut être déjà consolidé sur certaines formations, on peut aller plus loin. Et là aussi, la pratique de l'entreprise peut vous démontrer à quel point régulièrement refaire des formations à des salariés qui ont déjà fait les formations, mais qui ne peuvent pas le justifier, et donc qui sont agacés de retourner à certaines formations, et en même temps, vous, en tant qu'employeur, vous devez le faire puisque vous devez justifier de la réalisation de ces formations en question. Une autre manière de partager avec vous les interrogations qu'on peut avoir justement en tant que préventeur, c'est sur le volet de la prévention de la désinsertion professionnelle, où effectivement, quand on regarde du côté des propositions, il n'est pas question de dire qu'elles sont pas valables, absolument pas. C'est plus forcément que nous, on va plutôt se dire qu'elles sont pas suffisantes, au sens que la visite de mi-carrière, le maintien dans l'emploi sur des aménagements de situation, oui, ça va être important
effectivement. Par contre, on ne peut pas s'en tenir à ça. On ne peut pas s'en tenir à maintenir dans l'emploi une personne. Si on prend des secteurs comme les EHPAD ou la grande distribution, on sait que ce sont des postes qui sont pourvoyeurs d'inaptitude, qui sont pourvoyeurs de désinsertion professionnelle. Ce n'est pas uniquement lié à l'âge, ce n'est pas des accidents de la vie, il y a aussi des situations de travail sur lesquelles nous, on aimerait pouvoir être force de proposition dès la conception de l'organisation de travail dans l'EHPAD ou dès la conception des lignes de caisse. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, pour nous, on n'aura pas le sentiment d'agir réellement en prévention primaire et de faire que du correctif individuel. Effectivement, je le redis, la place qu'on a mis notamment au DUR, au plan d'action qui va devoir être fait dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, me paraît être essentielle parce qu'il va devoir y avoir un énorme travail avec vous et avec les secteurs d'activité, les branches, parce qu'il va falloir les accompagner dans la réalisation de ce DURP et donc il va y avoir de vraies questions qui vont se poser. Et vous parliez par exemple du secteur de l'accompagnement d'autonomie, mais je pense à l'aide au domicile. Enfin, moi, je connais bien aussi les secteurs difficiles de la restauration de collectivité. Enfin, tous ces secteurs-là, qui sont des secteurs d'activité dont on connaît, j'ai envie de dire, l'exposition au risque, hein, voilà, pour aller rapidement, vont devoir vraiment travailler au niveau de la branche. Voilà, je ne vais pas vous cacher, je pense qu'il y a des négociations de branches qui doivent pouvoir s'engager et votre place, elle est effectivement dans ces discussions-là pour apporter une expertise, un regard pour renforcer de la prévention sur ces actions. Alors la question que je vous pose est la suivante. Comment les infirmiers de santé au travail peuvent-ils s'intégrer dans ce futur projet de loi si, tout d'abord, la reconnaissance de leur spécialité n'est pas inscrite dans la loi, que nous n'avons pas un périmètre qui est bien déterminé, que la formation universitaire n'est toujours pas vraiment obligatoire et qu'il n'y a aucune homogénéité ni égalitaire. Et dernièrement, la dernière question, c'est aussi par rapport tout à fait à ce statut de salarié. Aujourd'hui, depuis la dernière réforme, il y a eu énormément de glissements de tâches et vous avez énormément d'infirmiers en santé au travail qui exercent dans des services de santé au travail ou de façon autonome, sans filet de sécurité, qui sont à la fois tiraillés entre le service de santé au travail qui leur demande des exigences et le médecin du travail et l'employeur. Nous avons réaffirmé la nécessité qu'il y ait une formation minimum qui soit obligatoire pour les IDEST, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous avons réaffirmé aussi le rôle des infirmiers en santé au travail à travers les infirmiers en pratique avancée. Et croyez-moi que ça a été au prix de discussions assez intenses et qui nous ont demandé toute notre ténacité de pouvoir affirmer pleinement ce nouveau statut d'infirmier en pratique avancée et qui permet d'envisager des parcours de carrière aussi pour les infirmiers en santé au travail, de progresser dans une montée en compétences vers vraiment une fonction encore plus reconnue, une forme de bras droit du médecin du travail, mais aussi pouvant aller jusque de l'animation des équipes pluridisciplinaires, pouvant aussi aller jusqu'à la prise en charge de certaines visites médicales. Donc ça nous semble être bien au contraire dans notre texte une pleine réaffirmation des infirmiers en santé au travail. Nous sommes à l'ère de la data, de l'informatisation et de la numérisation des données. À l'ère où le dossier médical partagé national va entrer dans les services de santé au travail et dans le monde de l'entreprise du fait de votre proposition de loi. Comment protéger le secret médical si le médecin qui en est garant est fragilisé dans sa position au sein des SST par une perte de son rôle de coordinateur? Nous avons été très très vigilants à respecter les droits, les libertés, la protection des données dans ce texte. Et c'est pourquoi nous sommes passés devant le Conseil d'État pour vraiment prendre toutes leurs recommandations en compte. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons mis des critères supplémentaires au service de santé au travail sur ces protections de données. La CNIL est en train de conduire également un travail spécifique là-dessus.
Donc moi, je crois qu'on a répondu véritablement à cet enjeu. Peut-être même, je dirais qu'on l'aura amélioré par rapport à la situation actuelle, puisque là, on aura reclarifié justement ces règles du jeu et également, on aura fait de la protection des données un élément certificateur finalement des services de santé au travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut être très clair, moi de mon point de vue aujourd'hui, cette réforme, quels que soient les ajouts qu'on pourra y faire au Sénat, quels que soient ceux qui ont été faits par mes collègues à l'Assemblée, il y a de mon point de vue une difficulté majeure qui est liée notamment sur 2 éléments. Le premier, c'est les risques psychosociaux. Et je le dis très humblement parce que je ne suis pas persuadé qu'on ait la réponse. Pas plus en France qu'au Danemark, hein, puisque je dis Danemark, puisqu'on a visité les Danois dans le cadre du rapport d'information que nous avions fait au Sénat. Puis le deuxième sujet sur lequel je pense peut-être on aurait tous peut-être aimé aller plus loin, c'est la gouvernance. Je pense que le premier rapport de Charlotte a quand même généré un petit bing-bang au niveau des acteurs et ça les a un peu secoués et sans doute mis en ordre de bataille d'ailleurs, parce qu'on a senti quand même que ça avait secoué un peu l'establishment, on va le dire comme ça, tel qu'il s'est constitué à un moment donné. C'est quand même intéressant d'entendre le bruit de fond quand même de l'ensemble de ces acteurs. Parce que c'est quand même, moi, ce qui me frappe depuis qu'on a commencé nos auditions, c'est le bruit de fond des acteurs qui considèrent qu'aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin, qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés. Et c'est vrai que ça interpelle parce qu'on avait quand même le sentiment malgré tout que, les apports de l'ANI n'étaient quand même pas si négatifs qu'ils y paraissent, que la loi a pu apporter une contribution supplémentaire. Or là, on a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Peut-être même, j'ai le sentiment quand même pour sécuriser les acteurs qu'on a entendus aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'il y a un vrai besoin et de reconnaissance et de sécurisation. Bon, moi je vous remercie. Je note quand même, effectivement, peut-être que, en tout cas c'était dans la conclusion de M. Artano, je crois que vous avez pris conscience d'un certain désarroi des professionnels, je ne veux pas dire découragement, mais ils sont confrontés, je vais terminer par ce que j'ai dit, effectivement, à la souffrance au travail, au problème de la désinsertion professionnelle, au problème de l'inaptitude. Et moi je suis content d'une chose, c'est que je ne pense pas qu'on ait entendu ce soir des discours corporatistes, mais bien des discours qui portent la question de la santé au travail des salariés et une certaine impuissance à pouvoir le régler.